Bonjour Lorraine de Fouché. Bonjour. À côté de vous, Jérémy Frey, bonjour. Bonjour. Vous venez pour un documentaire très très fort que vous avez co-réalisé. Ça passe ce soir sur France 2, Féminicide. Ça sera suivi d'un débat, on va en parler. Ce doc est un autre versant d'un supplément du Monde qui a enquêté pendant 1 an sur les 120 féminicides perpétrés en 2018. Des hommes qui ont tué leur conjointe ou leur ex, marié ou non. Le mobile, quand il y en a un, c'est sa compagne qui veut le quitter. Vous avez choisi de raconter 5 histoires de meurtre. Comment avez-vous choisi ces 5 cas ? Alors déjà, ce qui était important pour nous, c'est tout simplement d'aller vers des histoires où les gens acceptaient de nous parler. Parce que un des enjeux de ce film, c'est que c'est des faits qui sont très brutaux et très traumatisants, qui ont eu lieu dans un futur très proche. Donc moi, j'ai beaucoup dit ça, mais je le répète à chaque fois, c'est déjà de remercier le courage de tous ces gens-là qui acceptent devant une caméra de parler de choses aussi difficiles. Et dont on voit les visages, et aussi, c'est assez rare pour signaler, il y a les vrais noms et prénoms. Contrairement aux idées reçues, vous expliquez que le féminicide n'est provoqué ni par l'amour, ni par la folie. C'est un crime de propriété. Et ça commence par ceci. Il y a 5 cas qui sont développés. Le premier cas, c'est Laetitia. Vous montrez comment son conjoint commence à exercer un contrôle sur elle. C'est un couple qui marchait bien au départ. Ils ont 2 enfants. Elle a 2 enfants avec Julien. Elle a un métier, lui aussi. Et là, Julien, tout d'un coup, se met à contrôler son emploi du temps, à contrôler son téléphone. Il lui interdit de mettre du vernis à ongles, sauf quand elle est avec lui. Et ça va même plus loin que ça. Et c'est la cousine de Laetitia qui raconte. Il lui avait jeté tous ses anciens sous-vêtements et il lui en avait racheté d'autres. Des sous-vêtements là, tout moches, tout couleur peau, enfin voilà. C'était du col roulé jusqu'en bas aux chaussures en fait. Il fallait que toutes les parties de son corps soient cachées. C'était sa manière à lui de garder une constante emprise sur elle. Le contrôle est le meilleur indicateur de risque de féminicide. C'est ce qu'ont démontré plusieurs études. L'agresseur s'immisce dans les choix élémentaires de sa compagne, son apparence, ses relations sociales, pour ne lui laisser plus aucun espace de liberté. L'étape suivante, ce sont les coups. L'étape suivante, c'est les coups, mais le contrôle, c'est vraiment le marqueur. Oui, en fait, c'est ça, nous aussi, qu'on a voulu pointer avec ce projet, c'est que dans l'inconscient collectif et dans le traitement des violences conjugales, il y avait beaucoup cette idée que c'était les coups et la gravité des coups. Moi aussi, je vais vous le dire, avant de voir votre documentaire, je pensais ça. Voilà, et en fait, c'est pas vrai, c'est-à-dire que les chercheurs qui ont vraiment, notamment les chercheurs anglo-saxons qui ont travaillé sur la violence conjugale, s'expliquent que le facteur de létalité, enfin l'un des plus importants, c'est le contrôle et la puissance du contrôle. Et donc le contrôle n'implique pas forcément des coups. Ce qui fait aussi parfois qu'en France, on peut avoir du mal à évaluer la gravité des situations, notamment en termes de réponse des forces de l'ordre, parce que quand vous allez dans un commissariat, dans une gendarmerie ou même chez un procureur, il va évaluer la gravité d'un dossier en fonction de la taille des bleus, en fonction de la taille des blessures, en fonction du fameux indicateur qu'on appelle le nombre de jours d'ITT. Mais sauf que le contrôle, en jour d'ITT, ça donne rien. C'est-à-dire que si vous allez dans un commissariat pour dire que votre ancien compagnon vous suit, qu'il a mis un traceur GPS sur votre téléphone, bah ça, c'est pas des blessures. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer cette forme de prédation dans le système judiciaire français actuel ? Parfois on se demande s'il n'y a pas un petit manque, quoi. Et encore, là vous parlez du cas où la personne ou la femme vient témoigner, mais parfois il y a même de la dénégation. On est complètement sidéré par ce qu'on apprend. Julien, je continue cette histoire parce que c'est ce qui permet de comprendre ce qui se passe, finit par donner des coups à Laetitia, mais elle-même invente d'abord auprès de ses proches et de ses collègues avoir subi une altercation dans la rue. Finalement, elle se décide à porter plainte. Son mari, Julien, a donc interdiction de la croiser et même d'aller dans sa commune, sauf que elle vit toujours sous son emprise, combien même ils ne peuvent plus se voir réellement, et ce sont là sa cousine et sa copine qui racontent. Un jour, je lui avais envoyé un texto, elle me dit, tu m'as pas répondu. Elle me dit, non, j'étais au téléphone avec Julien. Comment ça, t'étais au téléphone avec Julien C'est quoi cette blague? J'ai dit, t'as pas le dû parler, t'as pas de l'approcher, pourquoi t'es au téléphone avec lui? Non, oui, il me l'a demandé, ou je sais plus ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, mais vous vous êtes dit quoi au téléphone? Ah ben rien, on a regardé le même film. Il veut juste m'entendre respirer. Donc j'ai dit, t'arrêtes ton cirque de entendre respirer là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Enfin, jamais personne appelle l'autre pour l'entendre respirer devant le même film. Je suis même pas certaine, jusque vraiment vers la fin, qu'elle ait réalisé qu'elle était vraiment en fait cloisonnée chez elle ou cloisonnée à quelqu'un. Elle me dit, il me manque, je peux pas vivre sans lui. C'est là où c'est complètement dingue. Elle ne peut pas vivre sans son bourreau.
Oui, mais en fait c'est toute l'ambivalence de ces relations, toute la difficulté aussi, c'est-à-dire qu'en fait le contrôle va énormément fragiliser la victime à des niveaux qui sont très très profonds et résultat, c'est difficile vraiment pour elle de s'en sortir face à un niveau de contrôle qui est tellement fort que c'est compliqué, quoi. Jérémy Frey, comment vous avez réussi à faire parler ces gens aussi librement? Ou alors on a l'impression qu'ils parlent librement parce que vous avez passé beaucoup de temps et nous on voit que l'extrait qui est monté. C'est tout à fait ça. Il y a eu un travail en amont important des journalistes du Monde, des enquêteurs qui étaient en relation avec tous les témoins depuis longtemps, depuis 1 an. Et nous, quand on est arrivé pour faire les interviews, le travail de préparation était déjà fait et c'était très important parce que ça leur permettait de se livrer et d'être en confiance. Toutes les images qu'on voit sont authentiques. Tout à fait. La maison, il y a des images de drone et on voit il y a un type quand même qui s'est immolé par le feu avec sa compagne et l'enfant de 2 ans et on voit la maison filmée du dessus. C'est totalement saisissant. C'est pas de la reconstitution. Non, on voulait pas de reconstitution parce que ça devenait vite assez vulgaire, voire un peu traumatisant parce que les faits sont très récents donc pour les proches. Et donc on a opté pour cette esthétique qui était plus à distance et on a tourné, effectivement on a été sur tous les lieux, drone, caméra, mais on a épluché tous les lieux et tous les lieux aussi des signaux faibles qu'on veut décrypter dans le film et pour les reconnaître.